Un grand bonjour à vous tous sur Radio Corse International, sur Télépaèse, pour votre matinale de ce mardi 30 décembre. Et on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Rogers. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguez. Et voilà, nous sommes déjà le mardi 30 décembre 2025 qui s'efface au fur et à mesure. Le 31 pour demain. J'espère que vous avez déjà préparé vos petits costumes à paillettes, les papillons et tout le reste pour demain, pour votre soirée. Hein, pour fêter donc le nouvel an. C'est une bonne chose. On va passer assez rapidement dans cette année 2026, en espérant que le temps soit au beau fixe. On va voir ça dans un petit moment avec Philippe Jam pour le bulletin météo de ces quelques jours, et surtout d'aujourd'hui aussi, ainsi que l'information. Au programme de votre journée, comme d'habitude, vous allez retrouver les pronostics, l'horoscope, Christophe Dicaro pour la philo, et il sera aussi notre invité aujourd'hui, et notre hôtesse de l'air qui va nous emmener du côté des États-Unis. Voilà pour la programmation de votre matinale donc de ce mardi 30 décembre. Mais on débute avec Philippe Jam. Philippe Jam qui s'installe donc pour la météo donc de ce mardi 30 décembre. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Encore une bonne nouvelle puisque le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui avec un vent de nord-est parfois modéré dans le Cap Corse avec quelques rafales à 55 km/h. Les températures maximales seront sans grand changement. Elles se situeront entre 11 et 14 degrés près du rivage et de 3 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île selon l'altitude. Attention, en fin de nuit prochaine, il y aura quelques averses et de la neige à partir de 800 mètres. Les médecins libéraux seront en grève du 5 au 15 janvier prochain. En Corse, le collectif ML Corsica suivra le mouvement. Adopté ou en cours d'examen, 3 textes de loi provoquent la colère des médecins libéraux. 3 textes qui prévoient des sanctions financières sous forme d'amende à l'encontre du corps médical. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, proposition de loi dit Garot mouillé et projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Pour Cyril Brunel du collectif des médecins libéraux de Corse, ces textes imposent aux médecins libéraux des contraintes administratives excessives et punitives incompatibles avec l'exercice médical, l'indépendance professionnelle et la qualité des soins. Ils portent atteinte à la liberté de prescription. Restons dans le domaine de la santé. Selon le réseau Sentinelle en Corse du 15 au 21 décembre, le taux d'incidence des infections respiratoires aiguës telles Covid-19, grippe et autres virus respiratoires observés chez les patients consultant un médecin généraliste a atteint 384 cas pour 100 000 habitants, un taux qui place notre île à la 4e place des régions françaises les plus touchées par la grippe, derrière la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La préfecture de Corse vient de publier les chiffres concernant la lutte contre la détention illégale d'armes en Corse. À la fin octobre et pour l'année 2025, 92 infractions ou détentions prohibées d'armes ont été constatées dans l'île, une hausse de 18% par rapport à l'année 2024 à la même période. Concernant les inscriptions au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, 228 mesures ont été prises. Durant cette période, la préfecture souligne que 164 armes ont été saisies et retirées de la circulation. La préfecture de Corse qui annonce que depuis hier, les très grands excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée sont désormais un délit. Ces excès pourront donc être punis d'une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et jusqu'à 3 750 € d'amende avec inscription au casier judiciaire. Outre ces sanctions, les automobilistes pourront voir leur permis annulé avec interdiction de le repasser pendant 3 ans ou plus. Chaque année, dans le cadre du baromètre Les Corses et l'environnement, le Civadec interroge 500 résidents corses sur leurs pratiques en matière de prévention des déchets, de gaspillage, de tri et de consommation éco-responsable. La dernière enquête a été menée en octobre et confirme une évolution profonde des représentations et des pratiques écologiques sur l'île. 3 tendances majeures se dégagent. Un rapport plus ambivalent du tri, oscillant les progrès réalisés sur certaines filières spécifiques, l'essoufflement du geste quotidien et la persistance des doutes sur le traitement post-tri, une progression sélective des comportements responsables et une attente accrue envers l'action publique. Toutefois, si les progrès sont notables sur certains flux,
historiquement complexes, comme par exemple le tri du textile notamment, qui connaît une nette amélioration, gagnant 10 points en un an, et le papier qui progresse également. Certains gestes les plus quotidiens montrent quelques signes d'essoufflement. Par exemple, là où 80% d'écorce triaient correctement un emballage plastique en 2024, ils ne sont plus que 72% en 2025. Un recul qui traduit donc un relâchement du geste qui semblait pourtant acquis. Et puis à l'occasion du Noël arménien, célébré le 6 janvier, une initiative symbolique et fédératrice est proposée à l'ensemble des personnes sensibles à l'Arménie et à la foi à travers toute la Corse. Allumer une bougie à 19h où que l'on se trouve sur l'île. Ce geste simple, accessible à tous, invite chacun à se souvenir. Et également, c'est un signe d'espérance, de paix et de communion. Dans la tradition arménienne, la bougie est en effet un symbole profondément enraciné. Merci Philippe, on vous retrouve tout à l'heure avec notre invité qui sera donc Christophe Dicaro. Pour l'instant, on va faire un petit détour sur les hippodromes, ça vous dit? Vous savez, un petit quintet, un petit tiercé en fin d'année comme ça, oh là là, notez bien les pronostics de Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 14, Faithful Friend, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes. Dans la première, le 8, Libertad del Fedo devrait l'emporter, tout comme dans la 5e, le numéro 6, Coréa. Bon jeu à tous. Voilà, c'est bien noté. Bon, allez, l'horoscope. Ouais, c'est bien l'horoscope. Savoir comment on va finir les derniers jours de l'année. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, si vous avez rencontré du retard, des blocages, quelque chose qui ne bougeait pas depuis un certain temps ou qui a été bloqué momentanément, vous allez pouvoir faire avancer les choses et ça c'est une très bonne nouvelle. Les taureaux, vous allez profiter de bons moments avec l'être aimé ou pour les célibataires, vous allez faire de très belles rencontres dans le domaine sentimental. Les Gémeaux, il va y avoir des efforts à donner face à certaines épreuves de la vie. Ça peut être des incompréhensions, des discussions, des démarches en papier ou ce genre de choses dans ce même acabit. En tout cas, ne lésinez pas sur l'énergie, avancez et tout ira pour le mieux. Les cancers, il va y avoir des disputes et des mécontentements entre vous et quelqu'un. Ça pourrait gâcher votre bonne humeur habituelle. Les lions, vous avez de bons résultats, de bonnes nouvelles, de bonnes récompenses aussi, je peux dire. Vous pourriez même avoir de bons compliments de la part de certaines personnes et ça vous donne envie encore plus d'avancer, de passer à l'action et de faire ce qu'il faut pour avoir tout ce que vous désirez. Les vierges, vous évoluez, vous vous transformez et vous trouvez petit à petit votre paix et votre sérénité personnelle. Les balances, il va y avoir un choix à faire aujourd'hui. Écoutez votre intuition et votre cœur pour faire celui-ci. Les scorpions, vous savez déjà beaucoup de choses par rapport à ce que vous vivez. Vous avez déjà des réponses qui sont en vous, qui s'enfouissent au fond de vous. Peut-être que l'acceptation sera plus compliquée. Et aussi, ce qui peut vous perturber, ça sera le jugement des autres ou le point de vue d'autres personnes. Faites attention à la valeur que vous donnez au jugement des autres. Les sagittaires, si vous avez été mis face à des menteurs, à de la médisance ou à des manipulateurs, vous n'allez pas vous laisser faire, vous ferez les changements qui seront nécessaires. Les capricornes, vous allez vivre une belle histoire d'amour. En tout cas, vous pourriez être amené à vivre une très belle histoire d'amour, qu'elle soit déjà existante ou à venir. Les verseaux, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous peiner et ne pas aller dans le sens que vous avez désiré. Ça pourrait vous rendre triste. Essayez de voir qu'est-ce qui sera possible par la suite ou qu'est-ce que vous pouvez amener comme transformation à tout cela. Et enfin, les poissons, peut-être que certaines histoires du passé qui ne sont pas réglées, qui n'ont pas eu de point final, peuvent vous rendre morose aujourd'hui. On garde certaines rancunes à l'intérieur de soi, ça peut faire mal. Essayez d'évacuer, même si ce n'est pas directement avec la personne concernée. N'hésitez pas à écrire pour libérer votre esprit et surtout votre cœur.
Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, on la retrouve demain Paxi. On poursuit avec Christophe Dicaro pour la partie philo, sa chronique habituelle de tous les mardis. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse pour cette philochronique. Alors, cette fois-ci, nous jonglons entre les fêtes, entre le réveillon que j'espère a été bon, le réveillon de Noël, et puis ce réveillon de la fin d'année, avant de partir dans ce nouveau cycle, cette nouvelle orientation à partir de janvier. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter d'une chose intéressante, puisque nous nous projetons dans l'avenir, mais nous revenons aussi dans le passé. Alors, connaître le passé est-il la meilleure façon de se préparer à l'avenir ou de prévoir l'avenir? C'est cette fameuse citation de orwellienne, au final, qui nous invite à comprendre les chemins de l'humanité pour pouvoir éventuellement éviter de faire les mêmes erreurs ou alors réussir à retrouver des solutions pour pouvoir survivre. Alors aujourd'hui, on va lister en quelque sorte qu'est-ce qui nous empêche de vivre heureux, d'être pleinement épanoui sur la Terre, non pas au sens individuel du terme ou singulier, mais au sens plus universel, plus large. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on parle de guerre, on parle de famine peut-être à venir, on parle de vagues migratoires énormes du fait du réchauffement climatique, de l'absence d'eau et de la volonté de survie. Alors, comment nous autres qui sommes ici à écouter ou à faire cette chronique, pouvons-nous nous positionner dans ce monde où visiblement la pression anthropique est de toutes parts, où la pression également physique, etc., etc. Alors, peut-être que le passé nous éclaire un petit peu. À une certaine époque, notamment pour revenir à la Corse qui nous concerne, puisque pour bon nombre de celles et ceux qui écoutent cette chronique sont résidents sur l'île, ou d'autres y ont été, la Corse n'a pas toujours été ce désert agricole, ce désert démographique, etc., etc. On a tendance à dire que les anciens étaient beaucoup moins évolués ou moins développés. Ça, c'est une sorte d'archaïsme mental qui fait que tout ce qui était avant ou dans le passé est forcément moins bien que ce qui est maintenant. Sauf que si on fait une halte dans le temps, un retour dans le temps, un petit bond, et notamment à la période génoise. Alors, nous allons parler du livre d'Antoine Laurent Serpentini, Feu Antoine Laurent Serpentini et la Coltivazione. On s'aperçoit qu'en réalité, la Corse a hérité, pour une grande partie de ses châtaigniers, de la période génoise et de l'occupation, on va dire ça comme ça, génoise sur l'île. Autrement dit, la Corse était un grenier pour Gênes. Gênes qui, je nous le rappelle, était quand même dominante sur les mers à une certaine période, et dominante un petit peu partout. La preuve en sont toutes ces tours génoises que nous avons sur les littoraux. Et donc la Corse, qui, tous les auteurs nous le disent, que ce soit Maupassant, que ce soit Mérimée, que ce soit Gustave Flaubert, les Corses sont difficiles, sont des durs à cuire. On ne peut pas les contraindre à l'esclavage, ils préféreraient se laisser mourir. Ça, c'est Gustave Flaubert qui l'avait remarqué. La Corse et les Corses ont quand même réussi à être ce grenier pour Gênes. Donc il y a eu, dans notre histoire, si on suit une histoire linéaire, une période où, dans l'enceinte de l'île, la nourriture était abondante, si abondante qu'elle pouvait être exportée. On l'a vu plus tard avec l'émergence de toute la société matéi et le Cap Corse en particulier, où on a commencé à travailler l'arbouze, à travailler le cédrat, et on a conquis le monde avec des armateurs corses, notamment cap-corsins, qui partirent à la conquête des marchés nationaux et internationaux. Donc lorsqu'on parle de l'île aujourd'hui, on a cette tendance ou cette impression à croire que cette possibilité est presque morte de pouvoir exporter, alors que l'histoire et nos ancêtres nous ont montré que cette réalité était possible. Alors peut-être
en guise de conclusion de cette philochronique, conclusion pleine d'espoir, qui puise dans le passé la force de son avenir, soyons un petit peu bergsoniens, eh bien, remettons-nous à lire, pourquoi pas, la Coltivazione de Antoine Laurent Serpentine, édité chez Albian, et projetons-nous, pourquoi pas, avec cet ouvrage de Jean-Guy Talamogne, L'enracinement, qui va relater toutes ces choses positives en dehors d'esprit partisan, d'un esprit partisan politique, mais plus d'un esprit passionné et passionnel relatif à l'île, et bien tout ce qui peut faire corps, peuple, nation, dans cette idée d'un renouveau qu'on peut projeter vers l'avenir. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette philochronique sur RCI Stampa Paese et Télé Paese. Je vous donne rendez-vous quant à moi l'année prochaine. Merci beaucoup. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe, et puis on ne le lâche pas, il sera notre invité, avec Philippe Jam, sur le plateau de Radio Corse International. Il va nous parler d'un petit projet qu'il est en train de mettre en place. Notre invité aujourd'hui, le philosophe Christophe Dicaro, à l'occasion de la mise en place des entretiens d'Aurelius. On va tout savoir sur ces entretiens. Christophe, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être un peu de l'autre côté, puisque vous êtes chroniqueur chez nous habituellement. Alors, vous êtes notre invité, puisque à partir de janvier, vous allez mettre en place des entretiens d'Aurelius. Alors, ça consiste en quoi exactement? Aurelius, c'est clin d'œil à Marc Aurèle? Clin d'œil à Marc Aurèle, notre grand empereur stoïcien, qui, en dépit de sa grande puissance et de sa grandeur, a quand même trouvé l'humilité d'avoir un texte toujours proche du cœur et proche de la raison et du sensible. Alors, en quoi vont consister ces entretiens d'Aurelius? Ces entretiens d'Aurelius, eh bien, dans cette même lignée, eh bien, consiste à inviter des auteurs de renom ou en devenir, qui ont déjà publié quelque chose, et de questionner leurs livres au regard d'une pensée philosophique ou d'une pensée sociétale, de manière à ce que le livre devienne quelque chose d'incarné, encore plus incarné, et de vraiment vivant, pour pouvoir finalement passer la réflexion de récepteur citoyen à citoyen. Alors, vous animez déjà des cafés philo. Quelle est la différence exactement entre les entretiens d'Aurelius et les cafés philo? La différence, c'est que les entretiens d'Aurelius consistent en un échange avec l'animateur que je suis et l'auteur pendant 1 heure. Les questions sont en train d'être préparées. Ensuite, s'ensuit 30 minutes d'échange avec l'auteur. Et enfin, 30 minutes de dédicace. Puisqu'il faut savoir qu'Aurelius a aussi une fonction de librairie, puisque les livres seront en vente sur place. Alors justement, le rythme et à quel endroit vont se dérouler ces entretiens? Alors, le rythme est à peu près de 2 entretiens par mois. À la brasserie La Causerie, c'est à Fouriagne, et c'est le samedi de 17h à 19h lorsqu'il y a des entretiens. Alors c'est des auteurs de tout bord en fait. Ce sont des auteurs de tous bords et qui ont une vision ou une visée sociétale qui peut s'instituer ou qui peut faire avancer les grandes réflexions actuelles, ou des auteurs qui font preuve de philosophie. Donc, des questions qu'on peut... donc, on va avoir des auteurs qui vont parler de la perversion narcissique, des auteurs qui vont parler de l'endoctrinement à travers les réseaux sociaux. Alors, on ne les dévoile pas encore, même s'ils sont déjà prévus. Et puis, notre premier auteur, qui sera là le 10 janvier. À 17h. À 17h. Donc, c'est la première rencontre. C'est un petit peu le baptême d'Aurelius Philoshop et Librairie. Jean-Guy Talamogne, qui nous parlera, qui questionnera sur le sujet, est-ce que la Corse a encore les moyens d'étonner l'Europe? Alors, il faut signaler que c'est entrée libre, bien sûr, tout le monde peut venir. C'est entrée libre, et toutes les rencontres puisent leur réflexion à partir d'un ouvrage donc, des auteurs, et ce sera l'ouvrage L'enracinement de Jean-Guy Talamogne et le républicanisme corse qui seront à l'honneur. Alors il y aura un prolongement à ces entretiens puisque ça sera diffusé après sur une chaîne YouTube, c'est ça? C'est ça. Tous les entretiens d'1 heure seront ensuite diffusés sur la chaîne YouTube et seront ensuite découpés en différents shorts d'appels, en quelque sorte,
qu'on pourra retrouver sur la plateforme TikTok, Instagram, Facebook et YouTube, bien évidemment. Alors, il y a ces entretiens, et autour d'eux, il y a plein, il y a des mugs, il y a des stylos. Voilà, alors, parce qu'en fait, tout un... chez Aurelius, on a l'esprit, bien évidemment, mais on a aussi le corps. C'est très important de l'avoir. Et on commence tout doucement avec nos mugs, je dirais, attitrés, à l'effigie d'Aurelius, avec des petites particularités. On a des tote bags, on a des carnets qui reprennent parfois le programme, et aussi un grand jeu fidélité. Parce que toutes les conférences, tous les entretiens d'Aurelius, si vous assistez à tous les entretiens, que vous achetez tous les livres, eh bien vous pourrez remporter le premier attribut de Marc Aurèle, sa couronne de laurier d'or. Ah, oui. Alors, ça va se passer donc 2 fois par mois à peu près donc à la brasserie La Closerie, oui, à Fouriane. Mais est-ce que ça peut être itinérant également? Est-ce que vous avez l'intention d'aller un petit peu dans d'autres villes, d'autres villages? Alors, il faut savoir que Aurelius Philo Shop et Librairie est intimement lié au Café Philo organisé. Les cafés Philo ont commencé à émettre dans les villages, à Pianello, à Zalana encore bientôt, et à Ajaccio. L'idée serait que les vraies questions, les grandes questions, puisque toutes sont de vraies questions, mais les grandes questions abordées, eh bien, puissent être aussi abordées, par exemple, à Ajaccio, à Pianello, à Zalana et dans d'autres villages. L'idée serait, bon, l'auteur, bien sûr, on le fait voyager aussi, hein, l'idée serait de faire en sorte que la pensée soit la digne représentante de la cité. La cité, c'est quelque chose qui peut être délimité par les frontières de l'île. C'est une chance d'être délimité naturellement, puisqu'à l'intérieur, on a tout le loisir de casser toutes ces barrières peut-être mentales et recréer une sorte de réflexion commune autour de la réflexion déjà initiée. Donc ça, c'est un des buts d'Aurelius. Christophe Di Caro, merci beaucoup. Merci pour vous. On vous retrouve mardi prochain pour votre chronique habituelle. Oui, avec plaisir. Et puis le 10 janvier, donc à 17h, à la brasserie La Closerie, donc. La Causerie, oui. La Causerie, avec Jean-Guy Talamoni, c'est ça? C'est ça. Merci Christophe. Merci Philippe. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Aurelius, Philo Shop et Librairie. En 2026, on a décidé de frapper fort avec l'organisation d'une série d'entretiens où l'on réfléchit, où l'on pense, mais surtout où on en a envie d'aller plus loin. Et pour commencer, au programme, Jean-Guy Talamoni vient nous demander si la Corse peut encore étonner l'Europe. Jean-François Carlotti interroge tout ce qui est autour de la perversion narcissique, la manipulation au regard du coaching. Le docteur Laurent Caporos, médecin de profession, se sert de son parcours pour nous emmener dans un voyage aux confins de la conscience et aux confins du réel. Le docteur et psychiatre Vanina Migueli-Reichmann a étudié les réseaux sociaux. Elle s'interroge sur l'impact qu'ils ont sur les pathologies liées à l'image. Et enfin, Jean-Paul Capour, Jean-Marc Raphaël et Jean-Richard Gradiagne nous entraînent dans un voyage dans la Corse des années 50. Et tout cela, mesdames et messieurs, se passera à la brasserie La Causerie, à Fouriane, lieu emblématique, incontournable, où la pensée fait des étincelles. Alors, si vous êtes prêts à rejoindre la cohorte de Marcus Aurelius, ça se passera le 10 janvier à 16h dans ce lieu emblématique. À très vite. Voilà, donc ça va être un bon rendez-vous pour débuter l'année avec Christophe Di Caro. On se refait un petit point sur les titres de l'information de ce mardi avec Philippe. Les médecins libéraux seront en grève du 5 au 15 janvier prochain en Corse. Le collectif Amelcourt SICA suivra le mouvement. Notre île en proie à un fort taux d'incidence des infections respiratoires aiguës, 384 cas pour 100 000 habitants, un taux qui place notre île à la 4e place des régions françaises les plus touchées par la grippe. La préfecture de Corse a révélé hier que 92 infractions ou détentions prohibées d'armes avaient été constatées dans l'île, une hausse de 18% par rapport à 2024. Météo, c'est une journée bien ensoleillée qui nous est promise. Merci Philippe. N'oubliez pas demain de porter votre petit papillon. C'est le 31. On va être un peu classe donc pour l'enregistrement de la matinale. On poursuit avec notre hôtesse de l'air. Allez, on s'en va du côté des États-Unis. On ne va pas aller voir Trump. Et il est assez occupé. On va faire un petit détour du côté Washington, donc avec Marie-Pierre. Bonjour et bienvenue dans notre chronique en roue libre.
On continue notre exploration des grandes villes américaines et aujourd'hui c'est l'épisode 5, j'ai rêvé de Washington. Et Washington, ce n'est pas une ville comme les autres parce qu'elle a été construite de toutes pièces pour devenir la capitale fédérale. En effet, le pays, encore jeune, voulait un endroit neutre qui n'appartienne ni au nord ni au sud afin d'éviter les jalousies entre États. On a donc choisi un terrain vierge le long du fleuve Potomac et on le baptisa en l'honneur du premier président des États-Unis, j'ai nommé George Washington. Et comme il existe à l'autre bout du pays un État du même nom, on y ajouta les initiales DC pour District of Columbia. Columbia, c'est le surnom qui personnifie le pays, un peu comme Marianne en France. Fun fact, ici pas de gratte-ciel, la hauteur des bâtiments est limitée par la loi, ce qui laisse au dôme du Capitole, ainsi qu'à quelques autres monuments, le privilège de dominer la ville. Le Capitole, reconnaissable à son dôme blanc, est l'endroit où siège le Congrès, le pouvoir législatif du pays. Juste à côté se trouve la librairie du Congrès, la plus grande bibliothèque du monde. Elle abrite des millions de livres, des documents fondateurs de l'histoire américaine, ainsi que des manuscrits rares. Rien que son hall monumental, digne d'un palais européen, vaut la visite. De là, on s'engage sur le National Mall, cette immense allée bordée de musées. Et bonne nouvelle, ils sont tous gratuits. Musée d'art, d'air et d'espace où trône la vraie capsule Apollo 11, musée d'histoire naturelle, musée des cultures amérindiennes, il y en a pour tous les goûts, pour les grands comme pour les petits. Depuis le mall, on peut voir le Washington Monument, cet obélisque de marbre haut de plus de 170 mètres qui sert de véritable colonne vertébrale à la ville. On peut même monter tout en haut pour admirer la capitale. Bon, attention quand même si vous avez le vertige. À quelques pas se trouve la fameuse Maison Blanche, résidence officielle et bureau de travail de chaque président des États-Unis, sauf assez ironiquement de George Washington qui est mort avant la fin des travaux. Il fut un temps où on pouvait la visiter assez facilement, mais ça, c'était avant. Désormais, l'accès est très réglementé, notamment pour les ressortissants étrangers. Mais bon, rassurez-vous, même vue depuis les grilles, la Maison Blanche garde ce côté sobre et mythique, sans doute l'une des façades les plus photographiées au monde, mais aussi des plus attaquées, au cinéma bien sûr. Un peu plus loin, le mémorial du Vietnam. Des soldats figés dans le bronze, et ce mur noir où sont gravés plus de 58 000 noms de ceux qui sont tombés. Une cicatrice de pierre bouleversante qui se trouve juste à côté du mémorial de la Seconde Guerre mondiale, avec ses colonnes où chaque État des États-Unis y est représenté. Au bout de cette marche se trouve le Reflecting Pool, ce miroir d'eau qui relie l'obélisque à la silhouette immobile de Lincoln. Assis dans sa chaise monumentale, le 16e président des États-Unis semble veiller éternellement sur la capitale. Abraham Lincoln reste l'une des figures majeures de l'histoire américaine. C'est lui qui, en pleine guerre de sécession, a aboli l'esclavage et préservé l'unité du pays. C'est ici aussi que Martin Luther King Jr. a prononcé son célèbre discours « I have a dream » en 1963. Retransmis dans le monde entier, il a changé le visage des mouvements des droits civiques et aujourd'hui encore, une inscription sur les marches du monument rappelle l'endroit exact où il s'est tenu. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Il a malheureusement été assassiné 5 ans plus tard, à l'âge de 39 ans, dans la ville de Memphis, Tennessee. À chaque génération, donc, les foules se retrouvent ici pour se faire entendre, essayer de changer les choses et inscrire de nouvelles pages d'histoire dans ce lieu chargé de mémoire. Pour changer un peu d'ambiance, cap sur Georgetown, sans doute l'un des quartiers les plus charmants de Washington. Ici, pas de grandes avenues solennelles ou de dômes monumentaux, mais des rues pavées, des maisons de briques rouges, des boutiques, des cafés et une atmosphère presque européenne. C'est aussi le fief de la Georgetown University, l'université catholique la plus ancienne du pays. Beaucoup de figures politiques y ont étudié, dont un certain Bill Clinton. Mais Georgetown, c'est aussi l'horreur, littéralement. Les célèbres escaliers de l'exorciste s'y trouvent, et vous pouvez les monter ou les descendre au choix, mais bon, attention, vous mettez les pieds et ne nous faites pas un remake de la scène finale.
Et puisqu'on parle de cinéma, autant dire que Washington n'a pas été épargné par les scénaristes. Que ce soit sur le grand ou le petit écran, la capitale a servi de décor à toutes les intrigues possibles. Côté blockbusters, la Maison Blanche est attaquée de toutes parts. Pulvérisée par les extraterrestres dans Independence Day, prise d'assaut par les mutants dans X-Men, ou encore transformée en champ de bataille dans Wonder Woman 1984. Les séries politiques n'ont pas échappé non plus à l'appel de la capitale. House of Cards nous plonge dans les coulisses sombres du pouvoir, Scandale dans les intrigues et manipulations de Lilith, et Homeland dans les arcanes de la sécurité nationale. Et puis, il y a les scènes devenues cultes. Devant le Lincoln Memorial, Forrest Gump retrouve sa Jenny devant la foule qui les acclame dans ce qu'il décrit lui-même comme le moment le plus heureux de sa vie. It was the happiest moment of my life. Beaucoup moins romantique et peut-être un peu plus actuelle, La Servante écarlate y installe l'une de ses scènes les plus marquantes, transformant ce lieu, symbole de liberté, en décor glaçant d'oppression. Au-delà des images, Washington a aussi façonné des sons qui résonnent encore dans le monde entier. Dans le quartier de Shaw, surnommé le Black Broadway, se trouve l'un des berceaux du jazz et du blues. Dès les années 20, clubs et théâtres faisaient vibrer la ville au son de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, mais surtout de Duke Ellington, enfant du quartier. Aujourd'hui, une école et plusieurs statues portent son nom, et une immense fresque rappelle qu'il reste l'icône musicale de la ville. C'est ça Washington, une ville sans gratte-ciel, mais pleine de symboles, où chaque monument raconte une page d'histoire, où des rues parfaitement quadrillées mènent vers le pouvoir et où la musique a trouvé son souffle. Une ville officielle, parfois solennelle, mais jamais ennuyeuse. C'est la fin de notre chronique. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte, toujours aux États-Unis. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et de merveilleuses fêtes de fin d'année. À très bientôt! Voilà, elle est repartie notre saison solaire, on la retrouve l'année prochaine, 2026, avec plein de petits voyages comme ça. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette matinale pour ce mardi. On donne rendez-vous demain pour clôturer donc l'année ensemble, la matinale du 31 décembre. Et tenez des vôtres, allez, faites vos petites emplettes pour demain. Je vois que dans les magasins, c'est la folie actuellement. Donc, on prépare tout ça bien comme il faut. Et puis, allez, on se donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Et continuez à nous suivre donc sur Radio Corse International ou bien sur Télépaïs. Si vous